Bonjour Béatrice Gibelin. Bonjour Pierre Verluise. À quelle date et dans quel contexte Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, voit-elle le jour? Grâce au centre expérimental de Vincennes, qui est créé après mai 68, et à l'initiative d'Edgar Faure, et une équipe de géographes dans lequel il y a Yves Lacoste. Et à ce moment-là, ce qu'on a appelé Vincennes, qui est Paris 8 aujourd'hui à Saint-Denis, les contacts avec les philosophes, les historiens, essentiellement d'ailleurs, étaient très étroits, à la différence de ce qui avait été l'Institut de géographie de la rue Saint-Jacques. Et ça a été extrêmement fructueux dans le débat un peu épistémologique et de ce statut particulier qui était celui de la géographie, à la fois sciences de la nature et à la fois sciences sociales. Quels ont été les premiers amis? Alors, il y a eu, chez les géographes, il y a eu Jean Drèche. Jean Drèche ayant été le mentor de Lacoste dans sa jeunesse et étant un très grand géographe, ayant été président du Comité international de géographie, c'était un normalien qui avait choisi la géographie, il avait hésité avec la philosophie. Voilà, donc ça a été j'allais dire un parapluie très très utile à Hérodote, parce que les débuts d'Hérodote ont été extrêmement difficiles. D'abord parce que c'était fait à Vincennes, que Vincennes était quand même très mal vu par une grande majorité des universités françaises qui restaient extrêmement traditionnelles. Vous savez, on a brûlé Hérodote quand même dans une université, pour vous dire à quel point on était un brûlot-gauchiste infréquentable. Vous me direz, après, Hérodote a été traité d'extrême droite parce qu'on s'est appelé Revue de géographie et de géopolitique. Donc, vous voyez, quand on ne regarde pas les choses de près, on peut dire un certain nombre d'âneries. Bon, donc, on a eu des débuts très, très contestés, y compris même des carrières qui ont été bloquées ou au moins pas facilitées parce qu'on était à Hérodote. Lacoste a été quand même quelqu'un qui a été déclassé, ce grand géographe internationalement reconnu, qui avait un statut très particulier. Il avait une telle notoriété en 68 par les ouvrages qu'il avait déjà écrits et qui étaient traduits en 10, 12, 14 langues. Il n'y a pas beaucoup de géographes qui ont connu ça. Il avait donc un statut qui a disparu, qui était le statut, je crois, de chargé d'enseignement, et qui était l'équivalent de professeur sans avoir fait sa thèse d'État. Il avait 10 ans pour la faire. Et il a soutenu sa thèse d'État 10 ans après, en 79. Et Alice Saunier-Séité, géographe, ministre de l'enseignement supérieur, l'a rétrogradé au statut de maître assistant, non, maître de conférence, j'exagère, maître de conférence. Et il a fallu attendre l'arrivée de la gauche pour qu'en 82 ou 83, il trouve son titre de professeur. Petite anecdote qui mérite d'être racontée. Béatrice Gibelin, pourquoi la direction d'Hérodote a-t-elle fait le choix audacieux de faire une revue thématique? Autrement dit, un seul thème par numéro, alors que la facilité, c'est quand même d'ouvrir la porte à l'actualité. Oui, et puis pas seulement d'ouvrir la porte à l'actualité, mais c'est de réunir des articles qui n'ont pas forcément une logique. Mais c'est plus facile de faire une revue comme ça que de la faire centrée sur un thème. Je pense que, en tout cas, on a eu raison. Parce que les revues aujourd'hui sont très souvent avec une grosse partie thématique. Politique étrangère, par exemple. Question internationale. Question internationale. Et puis après, il y a d'autres rubriques, si vous voulez. Alors nous, on n'a pas de rubrique, très peu d'Hérodote lus, parce qu'on fait déjà des très gros numéros. J'ai un éditeur qui trouve quand même que nous exagérons, et il n'a pas tort, parce qu'on fait des numéros qui sont toujours un peu plus gros que ce qu'ils devraient être, mais les questions qu'on traite sont tellement compliquées et qu'on a besoin de place. Et c'est à partir du numéro 4 qu'on a décidé de faire le thème sur... c'était un débat à ce moment-là, l'enseignement de la géographie au lycée était un peu mis en cause. Et il y avait un débat. Donc, on a fait un numéro qui s'appelait « Brader la géographie, brader l'idée nationale », avec un dessin de Viaz qui mettait en caricature Alice Saunier-Séité, la ministre de l'époque. Je vois encore la couverture. Car l'originalité d'Hérodote a été de faire des couvertures au début, puis de nouveau maintenant, spécifiques pour chaque numéro. Et donc, on a pensé que
c'est des questions importantes. Il fallait les traiter avec peut-être des points de vue différents. En témoignent les numéros les plus récents, 194 et 195, qui sont 2 numéros sur la géopolitique du dérèglement climatique. Oui, j'ai pensé qu'il fallait faire 2 numéros, l'un sur France et Europe et le deuxième sur le reste du monde. Les numéros doubles, la maison d'édition n'y est pas favorable, et bon, on peut comprendre pourquoi. Et puis ces 2 numéros à la file montraient l'importance de ce qu'on apporte à ce thème majeur, essentiel, mais il faut de la place parce qu'il y a du débat aussi là-dessus, et il y a des articles qui vont peut-être surprendre, mais qui, à mon avis, alimentent une réflexion. Je crois quand même qu'une des caractéristiques d'Hérodote, c'est d'essayer de jouer à la fois sur la complexité et la nuance. Et ces 2 numéros le montrent mieux que aucun autre numéro pourrait le faire. C'est un sujet très sensible sur lequel vous avancez avec prudence et avec solidité, mais des thèses qui font avancer la réflexion. Une revue, c'est aussi un éditeur. Un éditeur, c'est des personnalités. Alors, quelles sont les personnalités qui ont contribué au succès d'Hérodote, revue de géographie et de géopolitique? François Maspero. Alors peut-être qu'à des oreilles très jeunes, François Maspero n'ira plus grand-chose. Il est né en 1932 et décédé en 2015. C'était un très grand éditeur, très engagé à gauche, avec une revue, par exemple, Tricontinentale, qui était une revue, on va dire, du tiers-monde. Voilà, c'était un homme qui avait une librairie, La Joie de lire, qui a été une célèbre librairie, qui a créé des collections essentielles. La petite collection Maspero, dans laquelle Lacoste a publié La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, les cahiers, grand éditeur, qui connaissait Yves Lacoste et qui l'a beaucoup soutenu et poussé, je dirais même, à créer Hérodote, en lui disant non, elle ne s'appellera pas Hérodote, c'est pas un titre. Et Hérodote, Yves Lacoste disant si, elle s'appellera Hérodote, c'est un excellent titre et je n'en changerai pas. Enfin, je me souviens du débat. Et puis il y a une deuxième personnalité qui a pris la suite de en 1983, François Gèze. Quand Maspero s'est retiré, et François Gèze, qui était déjà aux éditions, a repris la direction et a été un éditeur extrêmement bienveillant envers nous. Il n'était pas toujours d'accord avec ce que nous écrivions dans la revue, mais il a toujours respecté totalement, avec une grande amitié, ce qu'a été Hérodote. Et puis il a créé Kerninfo, qui est quand même très important pour la diffusion, effectivement, des revues, dans lequel il a... D'ailleurs, Hérodote a fait partie des revues pilotes pour tester Kerninfo. Et puis on ajoutera qu'Hérodote est aussi disponible pour les numéros les plus anciens sur les sites de la BNF, notamment Gallica. Oui, du numéro 1 jusqu'à l'année 2000, de 1976 à 2000, tous les numéros d'Hérodote sont en ligne. Maîtrise Gibin, la géographie occupe une place singulière dans l'enseignement secondaire, voire supérieur. Alors, quelle est la conception de la géographie de la revue Hérodote ? Alors, nous devons sa présence dans le secondaire, à une personnalité, inspecteur général qui vient de prendre sa retraite, qui est Laurent Carouet. Laurent Carouet était professeur à l'université Paris 8 au département de géographie avec moi et avec Lacoste. Et c'est lui qui a beaucoup fait pour que la géopolitique, ça a commencé par les écoles de commerce, car il était au jury de l'école de commerce de Paris. Et il a poussé à ce qui est la géopolitique. Puis elle s'est diffusée ensuite. Et c'est lui, quand il était inspecteur général, qui a réussi à faire mettre la géopolitique dans l'enseignement secondaire. Sans lui, je ne suis pas sûre que le succès aurait été le même. Alors, pour Hérodote, je crois qu'il a eu sa reconnaissance institutionnelle quand des petits extraits d'articles d'Hérodote se sont retrouvés dans les manuels du secondaire. Là, on s'est dit, ça va, on a commencé à prendre nos lettres académiques, puisqu'on peut étudier des textes d'Hérodote. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les professeurs d'histoire-géographie sont majoritairement des historiens. À 80%. À 80%. Et que l'enseignement de la géographie, ce n'est pas ce qui les intéressait le plus.
En revanche, enseigner la géopolitique, c'est quand même beaucoup plus intéressant et surtout, ça intéresse beaucoup plus les élèves. Le succès d'ailleurs de la section géopolitique qui est associée à d'autres disciplines le prouve. C'est-à-dire comprendre la complexité du monde. C'est ça, je crois, ce qui est important. Et d'ailleurs, ils n'ont pas l'impression qu'ils font de la géographie. Non. C'est là où le bas blesse pour nous, géographes. C'est-à-dire, ils font de la géopolitique, mais ils n'ont pas l'idée que c'est ça, de la géographie. Sans doute aussi parce que leurs enseignants n'arrivent pas véritablement à leur faire acquérir la maîtrise du raisonnement géographique qui permet de faire un raisonnement géopolitique très, j'allais dire, solide. Bon, on a encore du travail à faire. La fameuse spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Voilà. HGGSP. Voilà. Et je pense que histoire, sciences politiques et géopolitique prend le pas sur géographie. Quelle différence entre géographie et géopolitique? Est-ce que le raisonnement géographique diffère du raisonnement géopolitique et en quoi? Ils n'en diffèrent pas, mais le champ n'est pas tout à fait le même. En géopolitique, c'est le champ du conflit, c'est le champ de la tension, c'est le champ de la guerre, ouverte ou pas. En géographie, ce n'est pas que ça. La géographie, c'est comprendre des situations, il peut être complexe pour y agir, mais qui n'est pas forcément sous forme de la tension ou de la rivalité de pouvoir. Le champ de la géographie est très large et très vaste. Alors on peut parfois lui reprocher en disant oh, bon, si c'est vaste comme ça, au fond, ça n'a pas véritablement d'objet. Oh que non. L'histoire a un champ tout aussi large que celui de la géographie, bien sûr. Mais ce qui est vraiment spécifique, je crois, au champ de la géographie, c'est la nécessité d'associer, dans certaines situations, des éléments de géographie physique et des éléments de géographie humaine, à proportion variable selon, évidemment, le problème que vous traitez. Mais bien évidemment, parler de la Russie sans tenir compte de l'immensité de son territoire... 17 millions de kilomètres carrés. Le plus grand pays du monde, il manquera quelque chose. C'est bien évident. Parler de la Russie sans tenir compte de cette diversité climatique qui va à la limite du subtropical jusqu'au grand froid, il manquera quelque chose. Mais maintenant, dire que ces caractéristiques de géographie physique font la politique de la Russie, c'est une sottise. Il est bien évident que ces caractéristiques de géographie physique pèsent, mais qu'elles ne sont pas l'explication, l'alpha et l'oméga de la situation politique actuelle de l'Union soviétique, enfin de l'ex-Union soviétique, de la Russie d'aujourd'hui. Puisqu'on en est là, que penser de la fameuse limite géographique de l'Europe géographique à l'Est qui a été fixée à l'Oural? 1895 mètres de mémoire. On doit ça à De Gaulle. C'est une formule de De Gaulle, l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Ça n'a aucun... La géographie n'a aucun rôle là-dedans. C'est certainement pas une limite... c'est commode parfois le relief. C'est ce qu'on appelle des frontières naturelles parfois aussi. C'est comme le puits de Sancy en fait, l'Oural. Oui, voilà. Donc... Il n'y a aucune frontière qui soit naturelle. Les frontières sont politiques. Alors, elles peuvent s'appuyer sur une ligne de crête, alors que pendant très longtemps, d'ailleurs, toute l'organisation des montagnes était de part et d'autre des lignes de crête. C'était valable pour les Pyrénées, c'était valable pour les Alpes. Bon. Le Rhin, j'allais dire, la frontière naturelle, je disais souvent à mes étudiants, c'est ce qui est toujours un peu devant vous. Parce qu'on pourrait dire les Vosges sont la frontière naturelle de la France. On a préféré quand même aller jusqu'au Rhin pour faire la frontière naturelle de la France. Donc, avec ce genre de choses, il faut être un peu prudent. Enfin, ce qui est indéniable, c'est que dans la répartition de la population en Russie, la partie ouest, la plus proche de notre Europe, est la plus densément peuplée. Et que ces villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, sont des villes qui sont des villes européennes. On n'est pas... perdu quand on est à Moscou, on n'est pas encore moins perdu quand on est à Saint-Pétersbourg. Donc, il y a une culture qui est une culture liée à l'Europe dans cette histoire-là. C'est pas une Russie de l'Asie,
que cette Russie occidentale, c'est une Russie européenne. Alors on peut dire, bon, bah, au-delà de l'Oural, on rentre dans un continent qui est plus asiatique qu'il n'est européen. Mais sur le plan, effectivement, civilisationnel, c'est-à-dire la Russie occidentale relève de notre ensemble, pas sur le plan, évidemment, des institutions politiques. Alors vous parliez, dans l'approche géopolitique et pour la revue Hérodote, du conflit. Quelles ont été les nouvelles formes de la guerre qui sont apparues ces dernières années que la revue Hérodote a présentées? Eh bien, nous devons ça à Frédéric Douzet, qui travaille beaucoup sur le cyberespace, sur les... Elle a eu tôt l'idée qu'on pouvait, au fond, cartographier les rivalités de pouvoir dans l'espace, qu'il n'y avait pas que sur les territoires, notre bonne vieille Terre, qu'on avait des rivalités de pouvoir, mais que dans l'espace, y compris dans l'espace très haut, on avait aussi des enjeux de pouvoir et de contrôle qui étaient tout à fait importants. Et elle a travaillé avec des informaticiens sur comment on pourrait cartographier, et ça a démarré d'ailleurs au moment de l'État islamique, de Daesh, dans ces réseaux, comment ces gens communiquaient entre eux, d'où ça partait, à quel endroit, dans quel pays, voire peut-être même plus précisément dans quelle région. Ils ont commencé à réfléchir à, j'allais dire, rendre visible ce qui est pour nous totalement invisible. Donc c'est 2014 à peu près. Oui, c'est 2014. Et on a fait plusieurs numéros d'Hérodote qu'elle a piloté, dont un sur la datasphère, qui est un numéro qui a aussi... c'était le premier qui se faisait là-dessus. Il n'y avait rien qui était encore écrit à ce moment-là, qui a eu un gros écho, et qui est le résultat aussi j'allais dire, d'un axe de recherche qu'il y a à l'Institut français de géopolitique, qui est Géode, son centre qui s'appelle Géode, sur lequel elle a d'ailleurs un très très gros contrat qui vient de l'Europe, de l'UE, une fameuse ERC, et c'est la preuve qu'on accorde beaucoup d'importance à ces recherches là, et comment les big data peuvent avoir des conséquences énormes sur la gestion des conflits, on le voit même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout le monde en entend parler avec inquiétude ou espoir, les deux étant possibles, et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc mais toujours dans l'optique de rapports de pouvoir et de rivalité de pouvoir. Et un jeune chercheur, Kevin Limonier, travaille sur la Russie, mais je pense que Diploeb a déjà donné la parole à Kevin à juste titre. Ce qu'il fait est extrêmement intéressant pour comprendre, par exemple, comment la Russie cherche à contrôler, tout comme la Chine d'ailleurs, cherche à contrôler cet Internet où nous, on est ouvert à tout vent, et ce qui n'est pas leur cas, bien évidemment. Avec une conséquence positive, c'est que ce qui a été acquis en termes de recherche permet de travailler sur la Russie, alors que la Russie n'est plus accessible pour les chercheurs. Alors ça, c'est le numéro qu'a fait Kevin Limonier, qui est sur l'OSINT, c'est-à-dire toutes les traces qu'on laisse en fait sur Internet, et à partir desquelles, effectivement, quand on est un bon chercheur, c'est le nouveau terrain. Pour les terrains empêchés sur lesquels on ne peut plus aller, il y a maintenant la possibilité. C'est pas tout à fait la même chose non plus, mais au moins on n'est pas complètement démuni pour pouvoir travailler sur certains terrains. Béatrice Gibelin, terminons par une question un peu poétique dans sa formulation. Quelle est la caractéristique majeure de l'approche hérodotienne? Les études de cas. Les études de cas. Démultiplier les études de cas, analysées par des bons spécialistes, vraiment des chercheurs qui ont une très longue expérience de terrain, ou si elle n'est pas très longue, en tout cas très efficace, parce que nous publions beaucoup de jeunes chercheurs. Moi, j'y tiens énormément à publier de jeunes chercheurs, y compris des gens qui sont qu'au niveau master. Mais s'ils ont fait un terrain intéressant et qu'ils
apportent une information qu'on n'avait pas, qu'ils aident à comprendre une situation. Par exemple, on publie un prochain numéro sur le bassin de la mer Rouge avec des jeunes chercheurs, des jeunes post-doctorants, avec des articles qui sont tout à fait intéressants, franchement. Donc, partir quand même d'une connaissance précise, donc ça veut dire qu'ils connaissent la langue pour laquelle, dans le pays dans lequel ils vont parler, pas seulement l'anglais, mais soit c'est l'arabe, soit une langue même un peu plus rare. Bon, ben, bien sûr, les grandes langues classiques, ça, elles vont être présentes. Et aussi, je crois, la nécessité de toujours préciser les lieux et les caractéristiques des lieux où se déroule l'événement. C'est pas des espaces plans. Hein, c'est des espaces dans lesquels les caractéristiques de géographie physique peuvent avoir un rôle. Alors évidemment, quand on travaille en milieu urbain, c'est pas là que ça va être le plus évident. Mais quand vous travaillez au Sahel, ben c'est très très important de savoir exactement le lac Tchad, c'est quoi. Ben, c'est pas forcément quelque chose qui est en train de s'assécher, mais qui au contraire est en train de connaître une grande expansion. Donc quel problème ça pose vis-à-vis des éleveurs qui, pendant les périodes sèches, avaient l'habitude de venir faire paître leur bétail. Et puis maintenant, bah, c'est plus possible parce que les cultivateurs, maintenant qu'il y a de l'eau, sont revenus, cultivent, tensions, conflits, ethnies différentes et des engrenages qui peuvent se faire. Donc je crois que l'apport d'Hérodote, c'est avoir des auteurs qui connaissent vraiment le terrain sur lequel ils vont et dont ils vont nous parler. Avec cette méthodologie mise au point par Lacoste et qu'on continue de travailler, c'est-à-dire les différents niveaux d'analyse qui se passent à une échelle locale peut avoir une application à une échelle parfois même planétaire. L'exemple fameux est toujours évidemment le conflit israélo-palestinien. Le Covid. Oui, le Covid, c'est pareil. Et autre chose, la prise en compte de l'histoire, des temps longs. C'est ce qui me fait dire, vous allez peut-être me trouver un peu vaniteuse, mais que même 5, 6 ans, 10 ans après la parution d'un numéro, on peut toujours relire Hérodote. Alors, on peut relire Hérodote, notamment via le site hérodote.org, qui permet de s'abonner. Sur Cairn Info, les articles sont payants pendant 3 ans, mais au-delà de 3 ans, ils sont en accès gratuit. Et puis sur le site de la BNF, Gallica, les numéros les plus anciens sont disponibles. Parlons en un mot des prochains thèmes, puisque thème il y a. Vous avez parlé de la mer Rouge. Quels sont les autres thèmes? Le suivant sera sur l'Arctique. Et on ne savait pas qu'on aurait Trump et le Groenland, mais ça se trouve bien. Voilà, on va du coup renforcer, parce qu'on a quand même un peu de temps, avec un article sur le Groenland qui sera un peu plus fouillé. Le suivant est un numéro que j'estime audacieux, qui est une géopolitique de l'antisémitisme. Puis il y en aura un autre sans doute sur l'Europe médiane de nouveau, c'est-à-dire cette Europe à la charnière entre notre Europe occidentale démocratique et puis cette Europe au contact de la Russie, dans lequel on sent quelques tensions, Slovaquie, Bulgarie, Hongrie. Quel problème ça pose? Pologne, État balte, enfin voilà, on va sans doute travailler là-dessus. Et puis un numéro sur les Outre-mer et la géopolitique aujourd'hui nous laisse des perspectives de thèmes nombreux et variés. Merci Béatrice Gibelin.